Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision panafricaine, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et comme en notre habitude, nous allons nous interroger. Notre interrogation du jour: Mali, affaire des soldats ivoiriens, l'inévitable confrontation, c'est notre grande interrogation. Affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, à Lomé, sous l'égide de la médiation togolaise, le jeudi 28 juillet dernier, au sujet de l'arrestation des 49 mercenaires ivoiriens, le Mali a demandé 3 choses, que je vous dis et je vous donne d'ailleurs ce matin. Que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets suite au déploiement de militaires au Mali sans cadre légal, sans notification et concertation préalable avec les autorités maliennes. 2. Que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer pour ramener la paix et la concorde entre le Mali et la République de Côte d'Ivoire. 3. Que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage au respect de la souveraineté du Mali et des règles et procédures établies pour l'envoi de forces militaires en territoire malien. Eh bien, la prise en compte de ces demandes devrait ouvrir la voie à un règlement pacifique et politique du problème, tenant compte des relations sécuritaires et surtout séculaires, de solidarité, de fraternité, d'amitié, de respect mutuel et de bon voisinage qui unissent les peuples ivoiriens et maliens. Une délégation ivoirienne conduite par Téné Iwatara et le chef d'état-major de l'armée s'est rendue à Lomé pour discuter avec le Mali en vue de la libération des 49 soldats. Cependant, la négociation a échoué car le Mali a exigé des excuses publiques que la partie adverse a platement refusées. Les Ivoiriens ont menacé de couper la fourniture d'électricité et d'avoir recours à d'autres mesures coercitives si le Mali n'obtempérait pas avant le 7 août prochain, jour de la fête de l'indépendance. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Mali, affaire des soldats ivoiriens, l'inévitable confrontation, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi, directeur de publication du journal Le Cactus et surtout journaliste d'investigation. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Josonogos. Je dis bonjour à l'équipe technique. Je parle des techniciens qui travaillent, qui font un travail formidable, qui travaillent d'arrache-pied pour donner du contenu, de la lisibilité dans cette tribune. Je salue, n'est-ce pas, vos millions de téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre dans les plateformes numériques. Je pense que dans les jours qui arrivent, si Dieu le veut, nous serons encore plus visibles, nous serons visibles peut-être dans le ménage. Je vous remercie pour l'invitation, mais comme à mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. Steve Josonogos, il nous est revenu qu'il est désormais exigé aux autorités de transition maliennes de respecter les accords d'Alger pour que la paix et que le terrorisme ne sévisse plus du côté du Mali. Alors, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que les accords d'Alger sont la conséquence ou justement la cause de la situation que nous qui prévoit actuellement du côté du Mali? Nous pensons que les accords d'Alger sont la conséquence de l'instabilité qui a été créée justement par les terroristes. Et dans ces accords, qui sont de notre point de vue unique, on demande justement aux autorités maliennes, quand je dis on, je parle de Paris, qui suggère désormais aux autorités d'Algérie, parce qu'il s'agit de ça, c'est leur narratif, qui exige justement que les autorités maliennes puissent respecter ces accords-là pour que on puisse efficacement lutter contre le terrorisme. Ce qui, de notre point de vue, est faux. Parce qu'il existe dans ces accords des iniquités qui vont davantage contribuer à pour la situation sécuritaire mieux que maintenant. Donc je crois qu'il faut dépoussiérer cette affaire-là. Et comme justement, ça se passe comme à leur habitude, vous avez le groupe de soutien à l'islam et le musulman qui est sorti des bois pour menacer, n'est-ce pas, les autorités d'envahir Bamako, attendant de voir. Merci pour l'invitation.
Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Commençons directement avec le sujet qui nous intéresse. Mali, affaire des soldats ivoiriens, pour ne pas dire des mercenaires ivoiriens. L'inévitable confrontation. Albert Anatola, ici, le 28 juillet dernier. Il faut le dire également. Les deux parties, on parle bien sûr de la Côte d'Ivoire et sans oublier le Mali, se sont retrouvés du côté de Lomé au Togo pour parler justement de cette affaire des 49 mercenaires ivoiriens venus en sol malien. On sait pourquoi. Mais il faudrait d'abord commencer par l'historique de ce qui s'est réellement passé pour entrer dans le vif du sujet. Oui, naturellement. Vous vous rappelez le 10 juillet dernier, oui, il y a un contingent ivoirien qui a été arrêté à l'aéroport de Modibo Keïta, c'est du côté de Bamako, au Mali. Et ce contingent ivoirien avait pour destination non pas Tombouctou, où se trouve la base des contingents ivoiriens de la MINUSMA, mais plutôt un contingent qui n'avait pas, je veux dire, des autorisations légales, oui, avait plutôt comme destination la région de Sénou pour aller assurer la sécurité d'une base logistique allemande dans le cadre de ce qu'ils ont appelé là-bas les éléments nationaux de sécurité, c'est-à-dire ce contingent ivoirien. Bien évidemment, le narratif initial nous indiquait qu'ils agissaient sous la bannière de la MINUSMA et qu'ils avaient justement le mandat et les autorisations des autorités maliennes dans le cadre, n'est-ce pas, de cette opération. Et ça, c'est le premier jour, n'est-ce pas, de cette affaire. Quelques jours d'après, nous avons une autre version tout à fait différente. Nous avons eu plusieurs versions. Parce qu'il y a d'abord le gouvernement malien qui a insisté sur le fait que Bamako était de mauvaise foi, était dans le mensonge, et bien évidemment que ces soldats ivoiriens n'étaient pas des mercenaires tels que présentés par les autorités maliennes, mais en même temps que justement ces militaires avaient en leur possession tous les mandats légaux nécessaires. Malheureusement, le porte-parole, quand je dis malheureusement, ça me dit que plus tard, il a dit des mensonges qui seront contredits. Justement, je parle du porte-parole de la MINUSMA qui a dit des mensonges qui seront justement contredits quelques temps après par le porte-parole de l'ONU. Donc, alors, le porte-parole de la MINUSMA à l'époque, puisque nous savons qui en est justement le chef d'état-major, et comme on a l'habitude, ils ont dit des mensonges, à savoir, ils confirmaient justement que le contingent malien avait des autorisations nécessaires, avait le mandat de l'ONU. Malheureusement, dans les investigations subséquentes, il s'est avéré qu'en réalité, et dans le cadre et dans le contexte de cette opération-là, le contingent ivoirien n'avait pas des autorisations ni des mandats légaux requis. Bien évidemment, on se rappelle plutôt qu'en 2019, le gouvernement ivoirien a introduit auprès de l'ONU justement des demandes d'autorisation nécessaires pour avoir des mandats pour lui permettant d'opérer du côté du Mali. Et malheureusement, à cette époque, dans ce contexte-là, le gouvernement ivoirien n'a rien fait. Donc, du point de vue juridique, le mandat accordé en 2019 au profit du contingent ivoirien était devenu caduc en 2022. Voilà donc le contexte et les faits. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord faire le point la part des choses. Le bras de fer que nous observons actuellement entre Bamako et Abidjan ne concerne que les officiels. Ça ne concerne pas les peuples maliens et le peuple ivoirien. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'introduire justement pour, comme d'habitude, injecter des mauvaises informations, la désinformation, la mauvaise graine, comme pour dire que désormais, entre le peuple malien et le peuple ivoirien, il y a justement des escarmouches. Non, c'est faux. Et ce bras de fer se prolonge du fait de la condescendance et de l'arrogance d'Abidjan. Lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse, vous avez le devoir d'aller de faire profil bas. Malheureusement, Macron leur a appris son arrogance, sa condescendance, leur a appris à ne pas se comporter en situation de faiblesse. Lorsque vous avez 49 soldats qui n'ont pas de mandat légaux, qui se trouvent sur un territoire... Si jamais ce sont des soldats. Ce sont des soldats. Et là, il faut le dire sur mes journalistes.
Ce sont des soldats, mais considérés dès lors comme des mercenaires, dès lors qu'ils n'avaient pas de mandat légaux. Ils n'avaient pas les autorisations des autorités maliennes, n'ont pas respecté les procédures désormais établies pour opérer en tant que soldats en territoire malien dans le contexte géopolitique et sécuritaire que nous connaissons. Donc, de ce point de vue-là, lorsque quelqu'un vient dans votre territoire dans un aéronef civil et pas militaire, avec un matériel militaire, sans avoir les autorisations requises, monsieur, même s'il est entré... Avec des fausses identités, Albert Anatole, ici. Je suis en train de vous dire que non, dans ces contingents, c'est vrai que vous avez, il y en a, comme chez nous avons dit, vous avez dans la main, vous avez des maçons, vous avez des chauffeurs, vous avez des cuisiniers. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui étaient étudiants, là, ça pose donc un problème. Et c'est un problème qui peut avoir sa réponse dans le cadre des enquêtes qui ont été ouvertes pour savoir comment est-ce que un soldat qui va justement en mission, qui va en mission dans un pays étranger pour avoir comme fonction dans son passeport, justement, le titre d'étudiant. Donc, je pense, à moins qu'il s'agisse il n'a pas actualisé son passeport. Mais je sais que dans le cadre des missions d'interposition, des missions, n'est-ce pas, de stabilisation, oui, on prend toujours la précaution de ce que les choses soient normalement bien faites. Comme je l'ai dit, je veux donc revenir dans mon propos en disant que aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les autorités maliennes sont en position de force. Leur sécurité s'est trouvée ébranlée. La sécurité de l'État malien, naturellement, s'est retrouvée ébranlée par la présence des personnes qui n'étaient pas reconnues comme ayant une autorisation d'entrer dans leur territoire pour des opérations militaires. Bien, ensuite, lorsqu'on va dans les enquêtes, en profondeur, bien sûr, l'ONU, qui gère l'effort d'interposition sur le continent africain, ne reconnaît pas avoir donné dans ce contexte les autorisations nécessaires ou les mandats pour agir pour son compte en territoire malien. De mon point de vue, les autorités ivoiriennes devraient faire profil bas. C'est important. Alors, lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse, c'est-à-dire que vous avez 49 soldats, plus 2 aéronefs qui sont bloqués en territoire étranger, il y a un problème. Ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire que vous êtes belliqueux. Oui. Ça veut dire que vous voulez de la confrontation. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités maliennes ont tout à fait le droit et d'exiger de la Côte d'Ivoire, je parle des autorités ivoiriennes, des excuses, des regrets et surtout d'œuvrer pour qu'il y ait une normalisation de relations entre les deux pays. Quand on sait que dans le contexte des sanctions contre le Mali et le peuple malien, la Côte d'Ivoire, à travers ses autorités, est aux avant-postes pour sanctionner justement le Mali. La preuve, c'est qu'ils sont même prêts à reprendre justement ces sanctions-là, puisqu'ils vont faire le chantage. Parce que lorsque vous dites que lorsqu'ils donnent un délai, n'est-ce pas, aux autorités maliennes, sans oui, quoi ils vont couper la fourniture d'énergie électrique, c'est le chantage. Ni plus, ni moins. Jusqu'au 7 prochains jours oui, c'est du chantage, ni plus, ni moins. Et moi, je pense donc, de mon point de vue, que tant que Abidjan ne peut pas faire profil bas, il faut que les autorités maliennes maintiennent justement la pression, qu'elle reste ferme, parce que c'est non négociable. Albert Anatole, ici, voici ce que le gouvernement des autorités maliennes, d'ailleurs, on va le dire comment les autorités maliennes réclament et exigent d'ailleurs du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets suite au déploiement de militaires au Mali sans cadre légal, sans notification et concertation préalable avec les autorités maliennes. 2. Que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer pour amener la paix et la concorde entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage au respect de la souveraineté du Mali et des règles et procédures établies pour l'envoi de forces militaires en territoire malien. La prise en compte de ces demandes devra ouvrir la voie à un règlement pacifique et politique du problème, tenant compte des relations séculaires, de solidarité, de fraternité, d'amitié, de respect mutuel et de bon voisinage qui unissent les deux peuples ivoiriens et maliens. C'est juste ça, l'exigence des autorités maliennes. Il y a une cinquième exigence qui a été formulée par les autorités maliennes, à savoir demander aux autorités ivoiriennes
de retourner, n'est-ce pas, je veux dire, de rapatrier au Mali, s'il faut ainsi s'exprimer, certains citoyens maliens qui sont recherchés par la justice malienne et qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la 5e exigence. Donc, je pense que les exigences des autorités maliennes ne sont pas extraordinaires, ne sont pas impossibles, justement, à adhérer, si je puis ainsi m'exprimer, l'assentiment des autorités ivoiriennes. C'est une manipulation. C'est-à-dire, puisqu'il est établi que les soldats ivoiriens, du moins qui sont présentés comme tels, n'avaient pas un mandat légal pour se retrouver au Mali, et que forcément ça doit créer un précédent, ça a créé un précédent, un incident diplomatique, eh bien, dans un contexte de négociation, lorsque vous êtes en situation de faiblesse, faites profil bas, je l'ai dit. Dans ce contexte de crise, la Côte d'Ivoire doit faire profil bas. Elle doit absolument faire profil bas. La preuve, c'est que, puisque l'ONU reconnaît qu'il y a eu des manquements dans le processus, justement, de mobilisation des forces, je veux dire des contingents, de certains contingents, notamment le contingent malien, du point de vue réglementaire, juridique, légal, mais ils ont reculé en battant en brèche les différentes versions qui ont été rendues publiques, qui ont été relayées par différents médias et même par les autorités ivoiriennes. Dès lors, et ça c'est le porte-parole, n'est-ce pas, du secrétaire général de l'ONU qui l'a dit, que les autorités ivoiriennes avaient introduit en 2019 des demandes d'autorisation pour opérer du côté malien et qu'en 2019, rien n'a été fait. Donc, du point de vue juridique, ces autorisations sont devenues caduques. Maintenant, nous sommes en 2022, on se retrouve donc avec une armée étrangère qui, au lieu de se retrouver du côté de Tombouctou, où est basé le contingent ivoirien de l'aménagement, il se retrouve plutôt du côté de Sénou. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a un grain de sable qui a pris le maillon de la chaîne, justement, de gestion des contingents onusiens, du moins de l'aménagement de ce côté-là. Donc, soit les autorités ivoiriennes se reposent quelque chose, encore que ce n'est pas que c'est... Parce que d'autres sources nous font comprendre que le contingent ivoirien est constitué de 50 éléments et non de 49. Bon, certainement, il y a un qui s'est absenté, dans les 49 qui ont été pris dans une situation, je veux dire, de clandestinité pratiquement. Donc, de notre point de vue, il est important que cette affaire-là soit réglée parce que si Ouattara, puis c'est lui qui tire les ficelles comme d'habitude, parce que c'est lui qui a mandaté son fils, qui est présenté pour d'autres comme étant son frère, l'a mandaté, je parle du ministre délégué à charge de la Défense, il a mandaté à Cotonou à Lomé pour justement dans le cadre de cette médiation qui est portée par le Togo. Eh bien, s'ils ont claqué la porte, les premiers, alors qu'ils sont en situation de force, ça veut dire qu'ils veulent la confrontation. Moi, je pense qu'il faut qu'ils mettent la pédale douce. Il ne serait ni dans leur intérêt, ni dans l'intérêt des 49 soldats ivoiriens qui sont encore détenus du côté de Bamako, de voir une confrontation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ben, c'est vrai que s'il y a une confrontation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, vous savez qui sera derrière. Celui qui sera derrière, c'est lui qui a justement installé justement M. Ouattara dans les chars, n'est-ce pas, du côté de la Côte d'Ivoire. Et je vous poserai donc la question, n'est-ce pas justement la France qui, jusqu'à preuve de contraire, manipule la Côte d'Ivoire pour déstabiliser, on va le dire ainsi, le Mali. Car jusqu'à preuve de contraire, la Côte d'Ivoire, au lieu de demander des excuses publiques et de faire tout ce que demandent les autorités maliennes, menace plutôt le Mali en lui déclarant d'ailleurs la guerre, que le 7 août prochain, lors de la fête de l'indépendance, eh bien, le Mali n'aura plus d'électricité. Comme je l'ai dit, c'est lui qui est en Côte d'Ivoire et qui les Ivoiriens, du moins certaines catégories d'Ivoiriens, a réélu comme président de la République. Nous savons pour qui il travaille. Nous savons pour qui il roule.
Je pense qu'il est important que la postérité prenne acte, que les Ivoiriens prennent acte de cela. Ça, c'est important. Deuxième chose, je pense que les Ivoiriens savent que, je parle des autorités ivoiriennes, savent que ce ne sont pas les enfants de cœur qui sont à Bamako. Ça aussi, c'est la vérité. Ils sont des nationalistes engagés et révolutionnaires. Ce sont des éléments de force spéciale qui sont bien formés. Et ils ont maintenant, du point de vue militaire, ils ont du répondant, ils ont la logistique qu'il faut, ils ont le narratif qu'il faut. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas plus loin qu'il y a quelques jours, le gouvernement ivoirien, je veux dire malien, s'est offusqué de cette énième sortie de Jupiter. Je parle de cette énième sortie prétentieuse et condescendante de Jupiter pour parler des choses qu'il ne connaît pas, dont il n'a pas la maîtrise. C'est-à-dire, comme d'habitude, de faire du bashing, justement, perpétrer à nouveau, je veux dire, s'engager à nouveau dans sa campagne, justement, de bashing des autorités maliennes. C'est peine perdue, c'est irréversible. Il peut s'agiter autant qu'il le veut, il sait que c'est terminé. Jusqu'à preuve de contraire, pour bon nombre d'Africains, il n'y a pas seulement Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, il y a également Mohamed Bazoum qui, lui également de son côté, met la pression sur les autorités maliennes. Est-ce à dire tout simplement que c'est deux fronts qui se lèvent pour travailler contre le Mali? C'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Bazoum, c'est qui? Est-ce que vous rencontrez, quand vous parlez de Bazoum, j'ai même de la peine à prononcer ce nom. C'est des personnages à gérer dans la poubelle de l'histoire et envoyer directement ça à la décharge publique. Bazoum, Ouattara, c'est le même destin à balancer dans les ordures de l'histoire africaine, contemporaine africaine. Nous savons pour qui ils travaillent. Je répète ce que j'ai dit. Ce sont des révolutionnaires qui sont à Bamako. Et qui sachent également que après Déby, après Kadhafi, aucun enfant africain ne peut plus tomber sur les balles, complice soit de Paris, oui, de Washington, ou bien de qui que ce soit sur le continent africain. Il y aura une réponse appropriée. Ça, il faut qu'il le sache. Vous savez, il y en a qui, nous pensons peut-être dans notre combat, et qui reste encore le jeu, mais à un moment donné, on va monter en puissance. Parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on utilise les armes qu'ils utilisent. Nous utilisons dans la communication, et de ce point de vue, ils ne sont même pas arabes. Ils ne sont même pas capables de discuter, de débattre avec nous. Maintenant, du point de vue de la confrontation militaire, croyez-moi, nous avons des armées. Pourquoi la Côte d'Ivoire se braque-t-elle alors qu'elle a la possibilité aujourd'hui, on va le dire comme ça, d'entrer dans l'histoire, puisque le Mali s'est toujours comporté en un pays frère. On se rappelle encore il y a quelques semaines, pendant l'embargo, que c'est le Mali qui a envoyé, on va le dire comme ça, des têtes de bœufs, de chèvres, de moutons à la Côte d'Ivoire. Des milliers de têtes d'ailleurs. Je voulais quand même vous rappeler qu'il y a une forte communauté malienne du côté de la Côte d'Ivoire. Une grande communauté malienne du côté de la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, lorsque vous avez un dessin de criminel, quelle que soit la sympathie qu'on peut vous manifester, qu'on peut vous exprimer, vous restez criminel. Ouattara, Macron, Bazoum, ils ce sont les enfants, c'est la même espèce, la même race. C'est des criminels. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous ne pouvez avoir aucun égard, oui, aucun égard pour ce genre de personnages. En dépit du fait que, lorsque vous avez quelqu'un comme Ouattara qui a, semble-t-il, c'est un grand économiste interplanétaire, qui vous dit que du point de vue économique, la Russie, ça ne représente rien. Mais attendez un peu. Vous attendez quoi de ce genre de personnages? Vous ne pouvez attendre que des choses désagréables, médiocres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Paris veut, à travers Bazoum, Ouattara, faire une guerre par procuration aux Maliens. Mais nous leur disons tout simplement que il n'y a pas que le Mali. Les Africains, les Panafricains ne sont pas qu'au Mali. Les révolutionnaires ne sont pas qu'au Mali. Les Français ont des citoyens, ont des intérêts partout sur le continent africain.
c'est qu'ils tirent une seule balle du côté, que ce soit à des manières directes, que ce soit à travers, que ce soit par procuration, ils verront. Ils verront. Donc, il faut le leur dire. Ce n'est pas de la subversion. À un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est important parce que si les Algériens n'avaient pas répondu à la violence par la violence, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, Paris serait de les respecter. De respecter leur mémoire. Donc, si nous continuons, et ça j'insiste là-dessus, si les Sud-Africains avaient maintenu uniquement le combat idéologique, je ne suis pas certain que l'apartheid serait terminée en Afrique du Sud. Donc, à un moment donné, on va pouvoir monter en puissance pour changer peut-être de fusil d'épaule. Lorsque M. Macron, avec condescendance, ne peut pas admettre son échec, l'échec de sa politique, la politique de la France du côté du Mali, au lieu de la remettre, au lieu de la mettre, mais continue à invectiver les Africains dans le contexte des crimes que vous connaissez, des crimes humains, politiques, financiers, économiques, et que on continue à n'utiliser que le verbe comme nous le faisons, ça veut dire que nous n'avons pas compris. Et que sur le continent africain, on continue de menacer nos frères, nos sœurs, nos intérêts, notre avenir, notre destin, notre destinée. C'est absolument inacceptable. Ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Et ce qui est intéressant ici, Steve José-Nongos, c'est quoi? C'est que, en plus, à l'instar des instigateurs, c'est-à-dire Macron et les autres, les endocolons, je veux dire les collabos, doivent être traqués avec violence si c'est nécessaire. Merci à vous, Albert Anatola, ici, d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir comme d'habitude. Mesdames, Messieurs, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.